Au sommaire de ce numéro, l'Australie et ses eaux cristallines. Mais baigneurs, prenez garde, la Chironex, une méduse tueuse, rôde. Bien que la montagne lui ait pris ses mains et ses pieds, un alpiniste anglais est bien déterminé à réussir à nouveau l'ascension d'une arête rocheuse. Y parviendra-t-il ? Nous nous rendrons ensuite au Maroc, où un homme affronte à main nue le cobra, l'un des serpents les plus venimeux au monde. Une seule morsure peut lui être fatale. Au Japon, l'armée des clones est en marche. Un scientifique a mis au point des robots incroyables. Battre son propre record de descente dans les glaciers, c'est le pari fou que va relever un sportif chevronné et c'est au Groenland qu'il nous emmène. Nous partirons ensuite en Égypte, où un étrange phénomène sème le trouble dans une équipe d'archéologues à la recherche d'un mystérieux pharaon. Quand l'homme empiète sur le territoire de l'ours, la confrontation peut être dangereuse. Un homme va nous prouver que la cohabitation est possible. L'Australie, sable blanc et cocotier. Ces plages paradisiaques sont un véritable Éden pour touristes. Mais ces plages sont aussi les plus dangereuses du monde. Une méduse mortelle, la Chironex, hante les eaux turquoises des côtes nord du pays. Amateurs de plongée, prenez garde, la méduse Chironex est l'animal le plus venimeux du monde. Quand la méduse Chironex pique quelqu'un, des millions de petites gouttes de venin pénètrent dans la peau. Puis, elles rejoignent la circulation sanguine et font très rapidement de gros dégâts. Le corps des plongeurs imprudents est lacéré d'effroyables brûlures, laissant des cicatrices indélébiles. Et selon la surface touchée par les tentacules, Chironex peut même tuer. 70 personnes ont déjà trouvé la mort. La mort survient très rapidement, souvent en 2 à 3 minutes. C'est extraordinaire, c'est la seule chose qu'on connaisse dans la nature qui arrête le cœur en position contractée. En effet, sous cette primitive apparence se cache une véritable machine à tuer. Ces tentacules, longs de plusieurs mètres, contiennent suffisamment de venin pour terrasser un plongeur. Si le venin des Chironex est si puissant, c'est sans doute parce que ce sont des animaux très fragiles. Et comme elles capturent des poissons rapides ou même des gros crabes, elles doivent les stopper instantanément. Les tentacules de la méduse tueuse sont couverts de millions de minuscules capsules chargées de venin. 600 milliardièmes de seconde suffisent pour que des milliers de harpons transpercent la proie. Chironex tue 100 fois plus vite qu'une balle sortant d'un canon d'une arme à feu. Et même si un antivenin a bien été mis au point, il sera inefficace face aux piqûres de la Chironex. Les gens se disent souvent « ça ira, si je me fais piquer, je prendrai de l'antivenin ». Mais ils ne réalisent pas qu'il faut plusieurs minutes pour administrer l'antivenin à la victime et pour qu'il se diffuse dans son organisme et fasse son effet. Mais la mort survient en 2 ou 3 minutes. Donc s'il faut 15 minutes pour recevoir l'antivenin et que l'on meurt au bout de 2 minutes, on ne peut pas compter sur l'antivenin. Le mode de vie de ces méduses tueuses reste un mystère et leur présence de mai à novembre au bord des plages est imprévisible. S'en protéger est donc la priorité absolue pour les autorités du Queensland. La menace est donc prise très au sérieux et chaque été, les plages sont placées sous haute surveillance. Ce n'est qu'à l'intérieur de filets de sécurité que les baigneurs sont protégés des tentacules meurtriers des Chironex. Requins, alligators, méduses tueuses, les eaux paradisiaques du nord de l'Australie peuvent parfois devenir un véritable enfer pour les baigneurs. Des sommets vertigineux, des parois impressionnantes. La montagne est le terrain de sport favori d'un grand nombre d'amateurs de sensations fortes. Mais le danger est présent à tout moment. Jamie Andrew, Jamie Fisher, 2 alpinistes anglais en ont fait l'amère expérience. C'est à plus de 4000 mètres qu'ils se sont retrouvés bloqués pendant plusieurs jours par une tempête non programmée. Le rebord était minuscule, ce n'était pas vraiment un rebord. C'était comme une selle dans la neige, dans laquelle nous nous sommes taillés un petit refuge.
juste assez large pour nous deux. Ces deux alpinistes chevronnés ont dû affronter durant 5 nuits des températures qui avoisinaient les moins 30 degrés. Et Jamie Fisher, malheureusement, n'a pas survécu. Jamie a commencé à perdre conscience rapidement. Ses mots étaient incohérents. J'étais assis dans la neige, attendant simplement que la fin arrive. Très vite, Jamie a cessé de bouger et j'ai su qu'il était mort. Jamie Andrew, lui, sera sauvé de justesse. Il souffre de gelures aux bras et aux jambes. Les tissus morts de ses membres gelés empoisonnent son sang. L'infection peut lui être fatale. Les médecins n'ont pas le choix. Ils doivent l'amputer de ses 4 membres. Quand je me suis réveillé de l'opération, j'ai réalisé qu'ils avaient dû tout retirer. Et d'une certaine manière, ça a été un énorme soulagement pour moi. Le lendemain même de son opération, Jamie a déjà accepté son handicap. Immédiatement, j'ai commencé à faire des plans pour l'avenir. Et tous les amis et la famille qui venaient me voir faisaient de même. Mais en vérité, ni eux ni moi n'étions en mesure de prédire de quoi mon avenir serait fait. Et malgré ses bras amputés et ses prothèses aux jambes, Jamie n'a qu'une seule idée en tête, grimper à nouveau. Au début, ça m'a semblé un peu futile d'essayer de remonter sur le mur d'escalade. Mais rapidement, j'ai trouvé ma propre technique et le plaisir est revenu, comme avant. Son amour de la montagne le pousse à aller encore plus loin. Il retourne donc à Chamonix pour l'ascension d'une arête qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est accompagné de Manu Koshi, le médecin qui lui a sauvé la vie, qu'il va tenter cet incroyable défi. Manu est un alpiniste aguerri, un passionné de la montagne, comme Jamie. Je sais que Manu est en mesure de me prendre en charge. Je sais aussi que l'ascension sera difficile pour moi. Et pourtant, j'ai hâte d'y être. L'entraînement est pénible. Ses prothèses lui demandent beaucoup d'efforts. Jamie doit appréhender de nouvelles sensations. Je me sens très instable. Il faut apprendre à avoir confiance dans les crampons, alors que je ne peux pas sentir mes pieds. L'entraînement est terminé. Et seulement 5 mois après son accident, Jamie se retrouve à nouveau face à la montagne. L'arête des Cosmiques se présente à lui. Elle a déjà tué 2 alpinistes cette année. En plus de l'altitude et de la fatigue, Jamie a du mal à assurer ses pas et à conserver son équilibre. Mais rien ne l'empêchera d'aller jusqu'au bout de son rêve. Rien ne l'arrête, pas même ses prothèses fragilisées par l'ascension. Quand il voit enfin le sommet de l'arête, il sait qu'il a remporté son défi. Merci Manu. Pour beaucoup de personnes, le désert marocain est une destination de vacances exotiques. Mais un homme mène dans ce désert un combat hors du commun. Il affronte seul à main nue l'un des serpents les plus venimeux au monde, le cobra. Son nom, Moulay Hassan, un digne représentant de la tribu des Aïssawa, connu pour sa bravoure. Moi, j'aime le serpent comme j'aime mes enfants. Je suis proche de lui. Je travaille avec lui. C'est ma vie. Grâce à lui, je nourris ma famille. Un serpent qui sème la panique dans les villages reculés des campagnes marocaines où il s'attaque au bétail et aux bergers. Aussi, les villageois n'hésitent pas à faire appel à Moulay Hassan. Et il va prendre tous les risques pour attraper les serpents. En une semaine, il peut capturer plus d'une dizaine de cobras et de vipères. Une seule attaque et la mort est assurée. Il nous donne les peaux. Il nous donne les têtes pour qu'on attrape les serpents, parce qu'ils en ont peur. Et ça a toujours été comme ça. Ça fait partie de la tradition chez nous. Les Aïssawa ne sont pas que des chasseurs. C'est aussi une confrérie religieuse qui voue un culte aux serpents. Et les villageois les consultent pour des séances de désenvoûtement. Des séances placées sous le signe du serpent. Aidé d'une musique envoûtante et des fumées de l'encens de Benjoin, Moulay dévoile peu à peu son côté mystique.
Mi-fakir, mi-chaman, il entre peu à peu en relation avec les esprits. Les participantes et leurs familles impressionnées sont sous l'emprise de Moulet. Progressivement, la tension monte et petit à petit, les participantes entrent en transe et se retrouvent dans un état second qui leur permettra d'être dépossédées. Bougez vos têtes, nous avons mangé de l'encens. Bougez vos têtes pour qu'ils nous laissent. Le maître a dit que les Aïssawa devaient faire la transe ainsi. Après la transe, un cobra est approché des deux filles et le danger est permanent. Le moindre geste brusque peut entraîner la mort. Mais il faut libérer les dernières forces négatives engendrées par la transe. Alors, Moulet contrôle le cobra. Et avec une facilité déconcertante, il n'hésite pas à braver le baiser du serpent. Moulet est un vrai mystique. Chasseur de serpents, médecin des âmes, il est le digne représentant de la tribu Aïssaoui, le dernier de sa lignée. Cette petite fille n'est pas une petite fille. Cette jeune femme n'en est pas une. Et cet homme n'est pas assis à côté de son frère jumeau. Tous sont des robots, des androïdes conçus et développés au sein de ce laboratoire de l'université d'Osaka au Japon. On en retrouve même dans les écoles, comme ici à Kyoto, où ce robot donne un cours aux enfants. Bonjour, je m'appelle Saya. Je vais vous donner un cours sur les robots. Quel genre de robot aimeriez-vous avoir à la maison? Levez la main si vous avez une idée. Mademoiselle Anami? Un robot qui fait les devoirs. Oui, ce serait effectivement pratique d'en avoir un à la maison. Ce sont en fait les informaticiens qui contrôlent ses gestes et son comportement. Ils choisissent également ses réponses en fonction des questions posées. Saya est truffée d'électronique pour lui permettre de parler. Des kilomètres de câbles se cachent sous sa peau artificielle. Elle n'est donc pas encore prête à remplacer la maîtresse d'école. Une nouvelle génération d'androïdes plus performantes, plus réalistes, se trouve déjà dans les laboratoires de l'université. Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Replicu2. Un robot étonnant, non seulement il est capable de parler, mais il chante aussi. Et le créateur de ce prodigieux robot est le professeur Ishiguro. Comme vous le voyez, mon robot humanoïde est très proche de l'homme. Elle a un physique humain et des réactions humaines. Regardez, je la touche comme ça. Voilà, elle n'aime pas ça. Et si je lui mets la main sur l'épaule... Hey, qu'est-ce que vous me faites? Si Replicu2 est programmé pour réagir lorsqu'on la touche, un prototype encore plus évolué a été mis au point par le professeur Ishiguro. Un enfant robot qui répond au doux nom de CB2. Il est capable d'apprendre et même de progresser. La principale différence entre ce robot et le précédent, c'est le fait qu'il ait des jambes et qu'il puisse se tenir debout en étant aidé par des humains, et qu'il puisse se mouvoir, rouler sur lui-même. Ce robot a la capacité d'avoir des relations avec les hommes, il a aussi la capacité de contrôler son corps. CB2 est un robot enfant capable de prendre conscience de son corps et en plus, il évolue d'année en année, un véritable clone d'enfant. Dans le laboratoire de l'université, l'intelligence artificielle n'est donc plus de la science-fiction. Le Groenland, aux confins de l'Atlantique Nord, immense désert de glace parsemé de crevasses. Un milieu hostile qu'un passionné de descente dans les glaciers a déjà affronté 6 fois. Son nom, Jeannot Lamberton. Son but, battre son propre record de descente, moins 173 mètres dans les gouffres de glace creusés durant l'été. Les conditions météorologiques sont réunies pour un tel défi. Nous sommes fin août, le débit des torrents formés durant l'été baisse et bientôt ils gèleront. Malheureusement, on ne connaît pas exactement les caprices du temps. Ça, je pense que si dans la logique et l'expérience des expéditions, depuis 89, on est dans la fin de la fonte. Début du retour des grands froids, donc 1-10 nous permet de descendre. Jeannot est un pionnier de l'exploration sous-glaciaire et malgré le danger que cela représente, il n'hésite pas à descendre de plus en plus profondément. Mais ces entraînements comportent d'énormes risques.
il lui faut rester constamment sur le qui-vive. S'aventurer à l'intérieur d'un gouffre à proximité d'une énorme chute d'eau peut lui coûter la vie. Les embruns constituent un danger mortel. Respirer un air saturé en particules de glace et c'est l'asphyxie assurée. Attention aux embruns parce que ça souffle pas mal. Et le danger est permanent. Il lui faut surveiller ses cordes et ses attaches à cause de l'eau qui pénètre les fibres. Elles peuvent devenir cassantes comme du verre ou soudées par la glace. Plusieurs milliers de tonnes sont au-dessus de sa tête. La pression exercée est telle que les piliers de la cathédrale de glace se déforment sous son propre poids. Alors, pas question de faire le malin. La femme de Jeannot est consciente de ces risques et à chacune de ses descentes, elle vit une véritable angoisse. C'est vrai que je stresse un maximum. Quand tu descends, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai la peur au ventre. Une peur partagée par Jeannot, mais la passion prend rapidement le dessus. Il y a cette euphorie, cette attirance vers l'inconnu qui nous pousse. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est très 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 important de ne pas dépasser cette limite. Après 4 semaines d'un entraînement intense, Jeannot est enfin prêt à relever son défi. Seulement, c'est sans compter sur la météo. La température passe de moins 15 degrés à plus 12 degrés et la pluie est même de la partie. Les conséquences sont désastreuses. La fonte des glaces rend la descente impraticable. Mais Jeannot a de la chance. Une chute brutale des températures lui permet à nouveau de tenter la descente. Seulement à mi-parcours, il doit vite se rendre à l'évidence. Cette année ne sera pas l'année de tous les records. Les embruns présentent un danger qu'il ne peut affronter. Je crois que on va être obligé d'arrêter. C'est dur. Si Jeannot n'a pas pu battre son record de descente, moins 173 mètres, le succès sera finalement au rendez-vous quelques mois plus tard et il descendra à plus de 207 mètres. Les pyramides de Gizeh, à proximité du Caire. C'est à quelques kilomètres d'ici, sur le plateau de Saqqara, que les pharaons de la 6e dynastie ont fait ériger leurs tombeaux. Tous ont été découverts par des archéologues, sauf un. Le tombeau du pharaon Ouserkaré reste à ce jour introuvable. Depuis plus de 15 ans, l'archéologue Vassil Dobrev est à sa recherche. Nous avons 5 rois qui sont pas dans un axe, mais dans un mouvement du nord au sud. Bon, il nous manque numéro 2. Ouserkaré, et nous sommes à l'endroit où il pourrait être. Ouserkaré est arrivé au pouvoir dans d'étranges circonstances, et sa mort l'est tout autant. La découverte de sa tombe permettrait de lever enfin le voile sur le mystère de son règne. Convaincu de la présence du tombeau sous ses pieds, Vassil Dobrev arpente le plateau de Saqqara sous un soleil écrasant. Il prépare le terrain pour que les fouilles commencent enfin. Alors on va prendre un petit point là, ici. Et c'est un point de niveau alors. 8514. Ok. Point de niveau. Une fois le terrain balisé, le travail peut commencer. Le sable est creusé petit à petit. Et peu à peu, le sous-sol dévoile ses premiers indices. Un étrange visage fait son apparition sous les pinceaux de l'archéologue. On voit le nez. Pour ce type de sarcophage, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ont pratiquement la même coiffe. Il s'agit d'une femme. Le sarcophage de son enfant est à ses côtés. Mais aucune trace d'Ouserkaré. Vassil est bien décidé à poursuivre ses investigations, persuadé qu'en creusant plus profondément, il mettra à jour des vestiges plus anciens. Et certainement le tombeau du pharaon. Alors qu'ils commencent à déplacer les sarcophages, une violente tempête de sable s'abat sur le site de fouilles. Comme si les dieux de l'ancienne Égypte ne souhaitaient pas que Vassil aille plus loin dans ses recherches. Ici même, quelques jours plus tard, Vassil découvrira un cimetière religieux de l'époque d'Ouserkaré. Mais aucune trace de son tombeau, le pharaon garde tout son mystère.
Cette petite ville à 150 km de Tokyo est sur le territoire de l'ours noir. Et cette vieille dame a eu le malheur de croiser la route de l'un d'entre eux en se rendant dans son jardin. Elle a levé les deux pattes et m'a menacée. Oui. J'étais surprise et j'ai pas eu le temps de m'enfuir, alors j'ai crié, j'ai fait comme l'ours. J'ai mis mes deux mains comme ça en faisant waouh. J'ai grogné comme un ours très fort. J'ai crié et puis je me suis plus souvenu de rien, sauf qu'il m'a griffé. J'avais des marques de griffes là et puis là aussi. Là, je me suis fait griffer, mais je ne le savais pas. La vieille dame a eu beaucoup de chance. Sa rencontre avec l'ours aurait pu lui coûter la vie. Aux États-Unis aussi, l'homme occupe de plus en plus le territoire de l'ours. Il n'en reste plus que 40 000 à l'état sauvage et chaque année, on dénombre 2 à 3 accidents mortels. Mais l'ours n'attaque que s'il se sent menacé. Un homme passionné par cet animal est bien décidé à prouver que la cohabitation est possible. Doc Seuss connaît très bien les ours. Il les dresse pour les besoins du cinéma. Bien que mesurant près de 2 mètres sur ses pattes arrière, Tank est une vraie peluche vivante. Il est vraiment gentil. C'est un ours si doux. Vraiment gentil. Vous savez, il a joué dans un film d'Eddie Murphy, Dr. Dolittle 2. On l'utilise parce qu'il a 9 ans. Comme vous pouvez le voir dans son comportement, il n'est pas trop énergique. C'est un ours docile, très docile. Et ce n'est pas non plus un ours violent, ni un ours brusque d'ailleurs. Et chez Doug, on est aux petits soins avec les ours. Il ne manque de rien, pas même d'une piscine. Mais pas question de pouvoir se faire bronzer au bord de l'eau. Tank est là pour vous rappeler à l'ordre. Et ne vous faites pas prier pour aller jouer avec lui, vous pourriez y laisser votre chemise. À voir ainsi Tank jouer avec Doug, on est loin de s'imaginer qu'un simple coup de patte de Tank pourrait lui arracher un bras, ou même le tuer. Les ours, ce sont des prédateurs. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Ils sont supérieurs aux hommes en termes de force, de puissance, de vivacité d'esprit. Et ils sont capables de penser. Ils sont malins comme des singes. L'homme et l'ours, c'est du pareil au même. Quand on observe ces deux-là s'amuser ainsi, il est difficile de croire que l'ours et l'homme ne peuvent pas vivre ensemble. Mais il aura fallu à Doug des années de dressage pour arriver à une telle complicité. Alors si votre chemin croise celui de l'ours, mieux vaut faire demi-tour.